Le coup de food. Le coup de food. Conversation à boire et à manger avec ceux qui le font. Ici, je reçois des hommes et des femmes qui ont fait le choix délibéré et passionné de nous nourrir, nous enivrer et éveiller notre palais et parfois même notre curiosité. Ils sont agriculteurs, chefs, artisans ou encore commerçants et ils viennent me raconter leur coup de food, ce déclic qui a déterminé leur chemin ou changé leur vie. Un moment d'échange enthousiaste et gourmand pour vous présenter ces hommes et ces femmes qui, selon moi, rendent le monde meilleur. Rien que ça. Pour ce 4e épisode, direction l'Hérault pour rencontrer Damien, chef et paysan. Il aime le dire lui-même, il est passé de la fourchette à la fourche, puisque nourrir les hommes passe aussi par nourrir les sols. Aujourd'hui, ces merveilleuses préparations faites à partir des plantes aromatiques qu'il cultive et toute sa cuisine traduisent son engagement militant forgé par le bon sens paysan et les rencontres décisives de son parcours. Je vous laisse le découvrir, introduit par son horloge que je trouve absolument géniale. Et s'il semble un peu réservé au démarrage, sa passion et son engagement ne tarderont pas à vous cueillir. Bonne écoute. Écoute, sur ces petits bruits d'oiseaux, je te propose qu'on démarre, si t'es prêt. Bah écoute, ouais, ça Cool. devrait aller. Est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Alors, je m'appelle Damien Fourvel. Je suis, je suis paysan cuisinier, j'aime bien. cuisinier paysan, de la fourchette à la fourche. Enfin voilà, je pars De à la la fourche base. à la fourchette. Oui, Enfin, toi, t'as voilà, fait le c'est trajet ça. inverse, remarque, Bah, c'est vrai. ouais, voilà, j'ai fait un petit peu le trajet inverse. J'ai commencé très tardivement mes études de cuisinier, C'est-à-dire, très tardivement. à 27 ans. Et avant, t'as fait quoi ? J'ai fait plein de choses, plein de petits boulots, curieux. Donc j'allais autant pour du boulot alimentaire que des choses qui pouvaient m'intéresser, un peu de... La cuisine, pas trop, La démarrage ? cuisine, si, ça m'a toujours intéressé. Depuis l'âge de 15-16 ans, j'étais déjà axé là-dessus. Mais après, une pression familiale, de faire les choses dans l'ordre. J'avais des facilités un peu à l'école. J'ai fait un bac scientifique. Ah ouais ? Voilà. Et à ce moment-là, en fait, fin de mon adolescence, j'ai perdu mon meilleur ami. Et puis là, j'ai eu un gros coup de down, quoi, on va dire. Et j'ai eu l'impression de faire un reset. Et pour le coup, là, je me suis beaucoup plus écouté. À l'âge de 18-20 ans, entre 18 et 20 ans, ça a vraiment été un avant-après. Et à 20 ans, après, je suis parti pendant 3 mois en voyage. Je suis parti en Australie une première fois. Et là, je me suis fait plaisir, je me suis découvert, j'étais seul, j'étais loin. Plus de pression familiale, je me suis ouvert à moi-même. Et je me suis plus écouté, je me suis autorisé à plus m'écouter. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça fait plaisir, ça fait Quand du on se bien. laisse de Et la puis place. après, voilà, c'est ça. Se laisser la place et se laisser la place au choix et à la direction que tu as envie de donner à ta vie, c'est un grand mot, mais à ton quotidien. Donc pendant ces 3 mois-là, j'ai pris donc ces 3 mois-là, mais ça a participé dans une année entière d'année sabbatique, sympathique, j'appelais ça même à l'époque. Et derrière, je me suis tâté, je me dis qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. Au début, je me suis dit, tiens, je suis dans une région très touristique, je vais faire un BTS tourisme. Vente et production touristique, on va voir ce que ça donne. Là, t'es revenu Là, je suis d'Australie à ce revenu en moment-là. Australie, Ok. je me suis installé sur Montpellier, j'ai pris mon appartement, j'avais mon centre de formation, j'étais en alternance chez un autocariste, organiser des voyages, D'accord. vendre des trucs, voilà. L'aspect toujours un peu commercial, qui me plaisait bien, le contact avec les gens. Et là, ça m'a permis de comprendre que le tourisme, c'était sympa, mais c'était une industrie qui était vraiment, littéralement une industrie. Ouais, quoi. l'industrie, c'est le moins important, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça me plaisait pas dans le format dans lequel c'était. C'est plus quelque chose peut-être de plus confidentiel ou de plus, enfin voilà, tu vois, quelque chose de plus sur mesure. Là, ça m'aurait plus intéressé. Il y avait des tours opérateurs qui étaient un peu là-dedans et ça m'axait bien, ça collait bien, mais j'avais pas envie de faire carrière dans quelque chose comme ça. Et donc, j'arrive à l'examen et je tombe sur une
un petit bout de femme de 21 ans qui, elle, était sur Nîmes. On a passé l'examen dans le même centre d'examen. Et on s'est collés, on s'est rencontrés, on s'est bien aimés. On a commencé un petit peu à se fréquenter. Un coup de foudre, en vrai. Quelque chose dans le genre. Voilà. Et elle devait partir justement en voyage en Australie. Et moi, je m'étais dit, écoute, vas-y, va vivre ce que tu as à vivre. Hein. C'est génial, moi je l'ai fait. Tu dois pas passer à côté de ça. Et l'amour faisant, non, je veux pas partir, je veux rester avec toi, et tout ça. Et donc, là, j'ai enchaîné une deuxième année sympathique. Et j'ai dit... C'est sympa, tu es généreux. Il faut que tu ailles le faire, mais je vais t'accompagner, comme ça on va le faire ensemble. Exactement, et c'est exactement ça. Et donc, on est parti. Au début, on devait partir 3 mois, je crois. Et grâce au visa travail-vacances qu'il y a, on est resté 1 an. 1 an où vous avez bossé, du coup, là-bas? On a alterné. On est resté 6 mois sur la côte ouest, à Perth, où là, on a adoré. On s'est généré une vie, un quotidien, Et vous bossiez dans quoi? un appartement. Et on bossait dans la restauration. Ah. Et là, c'est quelque foudre. chose... Ouais, mais c'est quelque chose que je faisais déjà un petit peu les étés. Quand j'étais jeune, je bossais sur les marchés, je vendais chez un maraîcher. Je bossais dans la restauration, un peu du service, un peu de la cuisine avec un peu de plonge et être commis. C'est des choses que je faisais l'été, les vacances, de manière récurrente. Et donc, c'était assez facile. On a été dans une agence Hospitality Recruiters. Ils nous avaient placés. Au début, on allait faire... les piges sur les terrains de foot, dans les loges. Et Camille, très rapidement, elle a trouvé un poste dans une mairie. Et là-bas, il n'y a pas de... Le conflit d'intérêt entre le business et le politique se fait naturellement. Ouais. Donc, toutes les semaines, il y a des repas qui sont faits Donc, il n'y a avec pas de les conflit businessmen. d'intérêt, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà. Pardon. Si, c'est naturel, il y a un gros conflit d'intérêt en permanence. Voilà. Donc, non, le business, la politique, tout le monde se mélange, tout le monde se présente. Et donc, toutes les semaines, des repas un peu standing qui s'organisaient là-bas. Elle s'y est mise. Et quelques mois après, moi, je naviguais d'un restaurant à un autre. Et à un moment donné, je dis, non, c'est pas possible. Je dis, tiens, viens, il y a besoin d'un commis. Donc, j'y suis allé. Et on a passé 3-4 mois là-bas. On a fait des rencontres extraordinaires. Et dont un chef, Les, qui était irlandais, qui était excellent, qui m'a mis totalement en confiance. Et son second, Andrew Baines, qui lui a été un peu comme un frère, un grand frère, on va dire, de cuisine, et qui m'a mis le pied à l'étrier en me disant, écoute Damien, tu as du potentiel, tu peux prétendre à devenir cuisinier, tu as vraiment quelque chose pour le faire. Et donc on a continué notre voyage en gardant toujours ça en tête. Et on a fait nos 6 mois de voyage, on a bourlingué à travers toute l'Australie. Et quand on est rentré en France, on a pris la décision de repartir sur une formation. Là, on est allé nord de la Lozère, entre la Margerie des Laubrac, à Saint-Chély-d'Apcher, exactement, à l'école du Sacré-Cœur. Et on était tous les deux, on s'est mis sur le BTS, avec une année de mise en niveau, des stages. Et là, à ce moment-là, quand toi tu te formes, tu as le sentiment que tu es à ta place ou que c'est une formation encore pour voir ou non, littéralement. C'est la révélation. Ouais. Ça a vraiment été une révélation en me disant, au final, je suis là où j'aurais dû être déjà depuis une dizaine d'années, quoi. Mais sans regret. Parce que les 10 années que j'ai vécues m'ont mené là où je suis et m'ont permis d'être celui que je suis quand j'attaque ma formation. Je n'aurais pas été le même à 17 ans. Ouais. Et donc à 27 ans, j'avais une maturité, j'avais quelque chose, j'avais des objectifs clairs. Clairs. Je ne savais pas encore si j'allais m'orienter pleinement vers la haute gastronomie ou si j'allais aller sur plus de la bistronomie, de la brasserie. Après, plutôt en cuisine, c'est très clair. Tu vois, c'est pas dans que tu tous dis, les je cas, vais être c'est ça, exactement. Skipper sur un voilier ou en cuisine, tu vois, le doute. J'ai fait des concours de cuisine pendant ma formation. J'ai fait des voyages, je suis parti au Canada pour faire à manger pour des équipes de ski. J'ai fait énormément de choses. L'école nous a permis de
de développer un réseau et d'être vraiment en place. Elle dure combien de temps la formation? Elle a duré 3 ans. Ah ouais. Ouais. 3 hivers rigoureux et longs. Ouais, parce que le nord de la Lozère, c'est... Ouais, non. L'hiver rigoureux, ça compte magnifique. double, quoi. Ouais, le printemps est magnifique quand t'as les prairies remplies de fleurs. C'est extraordinaire. Trop bien. Et donc, j'ai fait ma première année. J'étais en stage avec Camille. On était chez Prouesse Saveur, ça s'appelait à l'époque. Un Lozérien. Donc voilà, on avait rencontré par l'intermédiaire d'un caviste chez lequel on était amis, on traînait Un souvent réseau là-bas. de gens, oui, Voilà, des gens qui qui n'aiment pas du tout la nourriture, Non, bien sûr. pas du Voilà, tout. ouais, exactement, des passionnés que ça. Enfin, Ouais. des gens qui aiment ça et en règle générale, ça nous attirait. Et on les attirait aussi. Donc, voilà. Ouais, c'est du partage, c'est un échange. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ce que j'ai très rapidement compris, c'est qu'en fait, ce métier, si tu n'aimes pas les gens, tu le fais pas. Si tu n'aimes pas les gens, si tu es gris, si tu es solitaire, oriente-toi sur autre chose, mets-toi devant un ordinateur et passe tes 10 heures de boulot. Il y a des gens qui aiment beaucoup les gens devant des ordinateurs, aussi, attention. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, voilà, bien sûr. Mais il y en a qui s'épanouissent plus en étant solitaire. Quoi. Mais là, ça te nécessite d'être ouvert aux autres, en tout cas, pour exactement. Faire à manger. Le travail d'équipe déjà au sein d'un, et ensuite la clientèle, le rapport à la clientèle et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Voilà. Et on marchait trop bien en tandem avec ma femme, parce que moi j'étais plus axé cuisine. Vous êtes mariés? Et du coup, voilà, sorti de la formation, exactement, la même semaine, on prépare nos examens, on a rempli tous nos examens, on part une semaine pour faire notre mariage. Et là, on a nos résultats. Tous nos amis qui étaient avec nous dans la BTS, pareil, ont tous eu leurs résultats. Tout était, enfin voilà, on a fait la fête, en même temps, on s'est mariés et on a eu tout en même temps. C'était génial. Donc voilà, sorti de cette formation, grâce à Monsieur Prouez, Pierre-Olivier, il m'a recommandé à la Réserve Rimbaud, qui est un restaurant à 1 étoile à Montpellier. J'ai démarré là-bas chef de partie de manière très en avance. Voilà. Je suis resté là-bas un peu plus de 2 ans. Et à la fin, j'étais le joker, on va dire. Je pouvais remplacer n'importe qui, du chef au au pâtissier, en passe. Enfin voilà quoi, j'étais le volant. Ouais, les jokers, j'aime bien. Ouais. Et ça c'était ultra formateur. Ultra formateur. Et au bout de 2 ans, tu dis t'arrêtes? Et au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, là c'est un peu verrouillé, tous les postes sont pris, il n'y a pas d'évolution possible. Hein. Je me suis dit, bon, écoute, on va essayer une première expérience, hein. On va tenter d'aller faire de l'épicerie fine. J'avais déjà dans l'idée de fabriquer mes produits et de voir faire des choses un petit peu pointues, du goût, peu de... voilà, quelque chose d'efficace. Voilà, c'est ça, exactement, d'efficient. Efficient, je savais que tu allais me reprendre. Ouais. C'est un terme que je préfère à efficacité. Je sais, j'ai dit efficace express. Ouais. On en a parlé ce matin. Et donc, je commence à regarder, et puis moi, je suis absolument pas dans l'administratif, et je me crée une phobie de la peur, quelque chose d'insurmontable. Je vois. Et donc... c'est une vraie phobie, hein, d'ailleurs. J'imagine. Comme une vraie phobie, écoute, la phobie administrative. Alors je dois en être malade. Je suis député qui avait oublié de faire ses déclarations d'impôts et phobie administrative. Je ferme la parenthèse, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ça a été... c'est prouvé que c'est une vraie phobie. Il y a des gens pour qui c'est une vraie phobie. Ouais. Ok, d'accord. Bon, j'en fais partie. Tout va bien pour toi, du coup. Tu n'es pas, tu n'es pas incompétent, tu es phobique. Merci beaucoup. Et donc, toujours, la vie faisant, une opportunité qui se présente, un ami qui est là, tiens, je suis en traiteur, j'aimerais développer un peu plus mon activité, est-ce que tu peux venir m'aider? Je passe 6 mois comme ça à faire du traiteur, à aller faire un peu des mariages, un peu des prestations, un peu des... Et pareil, ça me plaît, c'est dynamique, c'est jamais la même chose, c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce boulot, c'est que c'est jamais la même chose. Et au bout de 6 mois, Camille avait trouvé un poste au château de Flaugergues. Elle était seconde de salle là-bas. Et elle vient me voir, elle me dit, écoute, peut-être potentiellement, il y a une place de commis qui arrive, est-ce que ça t'intéresse et tout.
Je dis, ben écoute, pourquoi pas? Parce que là, allez, on va essayer. De toute façon, un contrat, on sait comment ça se passe, hein, une période d'essai, machin. Et j'essaye, et là, je tombe sur un personnage. Mais alors, vraiment, Thierry Alix, un lieutenant émérite de la maison Pourcel, qui, pendant 15 ans, a ouvert plus de 20 ou 25 restaurants à travers le monde entier pour eux. Et, et là, ouais, je tombe sur un personnage. Quelqu'un de haut en couleur, à humeur variable. Et donc, C'est joliment formulé. je pige humeur de chef, enfin voilà, toute la Ouais. dimension de travailler de manière constante à pression. Voilà. Et on n'était pas en étoilé. On faisait de la bistronomie. Le truc, c'est qu'on servait beaucoup de couverts quand même. Voilà. Ouais. Et sur une carte ultra restreinte, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Quand tu dis beaucoup de couverts, c'est combien juste pour Une centaine. Ouais. On était 3 avec le plongeur. Ouais. Voilà. Et dans une pression assez folle. Enfin, il était dingo. J'adorais. J'adorais, je détestais en même temps. Enfin, voilà, c'était de l'amour, de la haine au quotidien, quoi. Et des fois, à 11h30, il me manquait encore une entrée, quoi. Je fais quoi, chef? Dans une demi-heure, on démarre. J'ai à peu près 3 légumes, machin. Ouais, mais bon, avec la maillot en émulsion, à la fin, voilà, tu vois, il fallait toujours qu'il y ait le petit truc qui fasse la diff, quoi, voilà. Et ça pendant un an et demi. Un an et demi, comme ça. Ok. On a beaucoup aimé travailler ensemble. Mais au bout d'un moment, la saturation. Ouais. Arrivé à saturation, et je dis bon allez, merci, c'est gentil. Je vais essayer de me remettre sur ce projet d'épicerie fine que j'ai quand même à cœur et que j'ai toujours gardé en tête. Et je dis merci, voilà, au revoir. Et puis, donc je me remets en selle, j'essaye de voir, je retourne voir le CCI, je commence à me renseigner sur des choses, et d'un seul coup, Thierry Alix il quitte le château et il conseille à Pierre et Marie de Colbert de me prendre moi pour le remplacer. Et donc, haute marque, pour moi, ça a été une marque assez folle, quoi. J'ai trouvé ça génial de sa part, et pour moi, ça a été un petit tic. Tu sais, t'as bien validé cette question de légitimité exactement, aussi. quoi. Et là, et donc je suis allé les voir, on a discuté, et on restait un peu sur le même format. Camille est toujours en salle à ce moment-là? Camille toujours trop en bien, salle, le format idéal. Parce oui, voilà, c'est ça. La C'était en plus, c'est aussi... voilà, et puis c'est une forme de restauration. Là, le château de Flaugergue, il est situé en plein cœur du quartier d'affaires de Montpellier. C'est que des bureaux. Et donc, c'est du lundi au vendredi, et c'est que le midi. Ouais. Donc, oui, c'est pas vraiment le côté pénible de la restauration. Exactement. Mais en plus, vous travaillez en même temps. Voilà, exactement. Et donc, je voulais un peu continuer dans la même veine, en ayant ce truc de se dire, bon, d'accord, on est peut-être ouvert que le midi. On n'est pas un restaurant dans les rails, on va dire, mais on va se la mettre un petit peu, la pression. On va changer le menu tous les jours. Okay. 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Hop, tous les jours, ça va changer tous les jours. Okay. Voilà. Et donc, là, c'est gymnastique intellectuelle perpétuelle. Sortie de service, boum, allez, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste, ça, tac, et hop, tac, tac. Avec j'imagine, une cuisine de saison, un choix de produits plutôt quali. Voilà. J'avais mon fournisseur, il arrivait, en gros, il mettait le camion au cul du resto, et c'est parti, fais ton marché. Voilà, tu ouvres, j'avais tout, l'équivalent d'un étal où tu as de tout. Avec des produits à lui. Mais tu as quand même vécu la restauration la plus luxueuse du monde, c'est-à-dire le marché vient à toi. C'est littéralement ça. Tu as des horaires de bureau, tu travailles avec ta femme, enfin ça va, tu vois. C'était pas non, j'étais loin d'être malheureux, bien au contraire, ça a été une période vraiment exceptionnelle de créativité, Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus le cadre te permet un élan créatif fou. Exactement, dingue, donc tout collait bien, tout était super. J'ai réussi à faire rentrer ma meilleure amie, qui est devenue ma seconde là-bas, donc une ambiance trop bien, c'était vraiment super. Et au bout d'un an, questionnement,
quel genre de chef je veux être, quel genre de cuisine je veux faire, et déjà ça transparaissait, la cuisine de saison, la cuisine du marché, et ça collait à... Je suis du coin, quoi, tu vois, donc je connais mes produits. À l'âge de 16 ans, j'étais sur les marchés avec mon maraîcher qui était producteur de ses produits à lui aussi, donc je connaissais enfin voilà, pour moi ça résonnait, c'était quelque chose qui continuait d'aller sur la même veine, quoi. Je continuais à exploiter cette veine-là. Et là, au bout d'un an, en fait, en plein de mon questionnement, 4 petits gars là, qui débarquent, enfin petits gars, ils avaient le même âge que moi, mais le château prête 1 hectare de ses terres à une association qui se monte, l'association de permaculture, qui s'appelle Oasis Citadine, qui est toujours en place, qui maintenant rayonne, qui a lancé des projets à travers la France entière, accompagné des projets à travers la France entière. Et ça, c'est dans le jardin du château. Et ça, c'est dans voilà, exactement. On a dépassé le stade du meilleur confort, là, vraiment. Là, ouais. Moi, je me servais pas de leurs produits, je me servais un petit peu des fleurs, un petit peu de quelques plantes, un petit peu de... Voilà. Mais c'était surtout un espace pédagogique, un espace qui, même moi, m'a appris énormément et qui m'a réveillé un truc qui était déjà là, quoi. Voilà, qui était déjà là. De mes grands-pères, il y a toujours eu, mon arrière-grand-père, il était exploitant forestier. Mon grand-père était épicier, c'est lui qui faisait pousser les légumes qu'il vendait à l'épicerie. Mon autre grand-père, lui, c'était un farfelu à faire fermenter ses pommes, à faire son propre cidre, à faire pousser les champignons dans la cave. Enfin, tout ça n'arrive pas de nulle part. Je pense que il y a eu une trace génétique, une mémoire cellulaire par rapport à ça qui s'est mise en place. Et là, quand j'ai rencontré ces 4 garçons pleins d'avenir, là, on s'est déjà, ça a matché, mais de suite. On s'est trop bien entendu. Je suis membre numéro 02 de l'association qui aujourd'hui a 800 adhérents, ou même, c'est incroyable. Et a démarré avec de la terre de vigne, quoi. Il y a un truc où tu as du galet, des grès de Montpellier, quoi. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est de la glaise avec du caillou, Donc, et là, tu te dis, les mecs, les agris autour, même les chefs de cave qui s'occupent de la vigne qu'il y a autour du château, ils disent... bon courage les gars, quoi. Amusez-vous bien. Ils ont utilisé la mini-pelle une fois pour tirer un tuyau qui arrivait du puits, et puis derrière, tout à la grelinette, t'entends. Incroyable. Ah ouais. Et aujourd'hui, il y a 4000 mètres exploités, on va dire. Il y a des arbres de partout. C'était en 2018, donc il y a un peu de recul. Les pommiers qui donnent, des pêchers qui donnent, des figuiers, des artichauts qui repartent. Enfin, tu poses un truc par terre, c'est bon, ça démarre, quoi. Donc, c'est extraordinaire. Et là, je me suis dit, mais là, c'est déjà, c'est bien de donner à manger aux gens, mais il y a un truc qui est peut-être un peu plus primordial, c'est déjà donner à manger au sol. Quand tu démarres sur du désert, littéralement, quand tu n'as que... de la graminée de merde, de la lignule, des trucs qui poussent nulle part et qui arrivent à sortir, et voilà, et que c'est de la caillasse et que c'est dur comme le fer, et que tu arrives au bout de 2-3 ans à restimuler le sol, tu grattes 5-10 cm, ça grouille de partout, tu te dis ouais, c'est de défiler à bouffer au sol, c'est top, quoi. Et tous mes déchets compostables du restaurant, ils montaient là-haut. Et ils montaient, tout montait. Et ça, on était à 600 kilos, je crois, par an. 600-700 kilos de déchets frais qui montaient. Donc, ouais, ce verre, cet espace qui grandit, qui pousse là, juste derrière le restaurant, j'adorais. J'étais fourré dès que le service était terminé. J'allais voir, je filais un coup de main, j'aidais sur des projets. Les 2 premières années de la création de l'asso, j'étais un membre ultra actif, quoi. Je fais des ateliers de cuisine. On récupérait les invendus de plusieurs magasins bio aux alentours. Et on avait le jeu, c'était tous les 15 jours. Le mercredi, on ramène tout ça. On traite, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et après, rien qu'avec tout ce qui était bon, c'est moi, avec ma faculté à pouvoir transformer et fabriquer tout et n'importe quoi, on arrivait à sortir
un Le repas menu. qu'on partageait le soir. Ouais. Et donc, et les gens repartaient. Non, mais Et là, jamais tu le pars lien. dans tous les sens. Mais ça marche. Bah, ouais. Ouais. Mais jamais il y a eu le lien d'utiliser ce qui était planté dans l'assaut pour le resto. C'est marrant que Si, ce soit fait, le circuit ça, soit fait dans l'autre sens, genre les déchets ouais, pour alimenter ouais, le le potager déchet allait dans un Pénarès. sens. Et à un moment, justement, ça a été mis en. Non, les fleurs, déjà, ont commencé un peu à rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'était cool. Et quelques plantes, quelques herbes qu'ils arrivaient, on récupéré. Et on a monté en fait un projet. On faisait une balade avec Brigitte de Colbert, qui était la mère de Pierre, qui est la mère de Pierre, pardon. Et d'un seul coup, elle me montre un carré de béton. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ben ça, c'est les bunkers que la Wehrmacht avait mis en place parce qu'ils avaient réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale le château. Incroyable. Un bunker, faites voir un peu s'il vous plaît. On commence à descendre dedans, on regarde un petit peu. Et ça, je vais voir les gars, je leur dis les mecs, là il y a un truc, à mon avis, on peut faire un truc rigolo quoi. Et en fait, on a lancé Culture de Pleurote. Génial. Et là, pour le coup, on a vraiment mis en place un partenariat entre le restaurant Ok. et l'assaut, où il y avait la moitié de la production qui était pour le resto et l'autre moitié qui était pour l'Oasis. Donc il y avait des échanges, des synergies qui étaient en place et qui étaient très fructueuses pour tout le monde, quoi. Voilà. Et j'avais toujours ce petit truc dans la tête de la terre. Et puis là encore plus nourri par Ouais, l'oasis à côté. exactement. Là, tu l'as sous le nez en permanence. Et il y a une expérience que j'ai oublié de mentionner et qui pourtant a été fédératrice, Il me semblait bien. ouais, qui a été, c'était pendant que nous étions en Lozère. Hein. Il y a un petit restaurant qui est sur une petite colline sur l'Aubrac. Ouais. Il y a plein À la d'assos sur maison, l'Aubrac. ouais, mais la maison Brasse, c'est quelque chose qui a marqué littéralement le départ de quelque chose en moi en disant waouh, le mec, ça fait 20 ans, le monsieur, pardon, qu'est-ce que je dis? Le monsieur, il est là-bas depuis le début des années 80, il a démarré avec son petit resto et hop, et il a réussi à construire sur son terroir avec ses produits transformés dans tous les sens et à toutes les étapes du process et faire une carte exceptionnelle qui suit la saison mais jour après jour. Moi, son plat phare, hein, qui est le gargouillou, ça c'est quelque chose il est différent tous les jours. Tous les jours. Il s'est fait à 4 ou 5 mains, quoi. 4 ou 5 mains, 4 ou 5 paires de mains. Tu l'as déjà préparé? Ah bah, enfin, tu peux pas préparer un truc où tu as 80 contribuer ingrédients. au Voilà, gargouillou. contribuer, là, oui, on est d'accord. Mais enfin, moi, ça m'a fait halluciner, moi, là, pour le coup, on était vraiment dans la très haute gastronomie. Ouais. J'ai trouvé ça, mais hallucinant. Moi, entre les deux services, on était missionné pour aller récupérer au milieu des vaches et en bord de forêt, dans les clairières et tout, d'aller cueillir les fleurs qui allaient servir pour plus celles qu'il avait en culture autour du restaurant, plus celles qu'il avait en culture chez lui. Et là, cette façon de fonctionner, j'ai trouvé ça mais superbe, superbe. Avec les ombres chevaliers qui étaient dans les aquariums derrière, avec tous les cueilleurs de champignons qui venaient. Ouais, il y avait une vraie harmonie, quelque chose qui était profond, une identité. Il est très sincère, ce qui aide exactement, à la transmission. exactement. Et quand je te parlais tout à l'heure au bout d'un an, quel chef je veux être, là, il sait ce qu'il est, il connaît son terroir, il est dans son pays, il exprime, il le met en valeur. Et ça, pour moi, je trouvais ça mais tellement admirable, hein, et un exemple à suivre. Vraiment, vraiment. Et donc voilà, on se retrouve donc plusieurs années au milieu d'une asso, de permaculture. Faut faire attention à notre sol, faut régénérer nos sols, avec une cuisine qui change tous les jours, hein, qui colle au plus près des produits, qui colle à la saison tout le temps. Donc là, je suis dans mon élément. Voilà, c'est bon, je suis dans mon élément.
Et ça continue de nourrir ce truc qui a été semé quelques années auprès de la... Enfin non, Exactement. qui a été semé dans ton ADN il y a fort longtemps, c'est ça, d'ailleurs, mais qui, par qui est petites toujours touches, là. vient réveiller, Ouais. quoi. Voilà, vient se... Ah, tiens, oublie pas, il y a ça. Ah, Il y a un tiens. moment, ça gratte un peu trop. Et à un moment donné, ben, ça gratte un peu trop. Au château, c'était bien, mais il y avait des choses qui se déroulaient pas dans le même axe que l'un et l'autre voulaient. Et donc, bon, on se séparait en commun accord. Ma meilleure amie, a pris mon poste. Tout s'est bien déroulé, tout s'est bien passé. On est parti en bon terme, génial. Les gars de l'assaut, c'était super. J'étais moins présent forcément, puisque j'étais plus là tous les jours. Mais je continue à aller de temps en temps. Et puis là, le hasard faisant bien les choses, comme toujours, mes parents récupèrent un petit bout de terrain sur les collines au-dessus de Lunel-Diel, là. Et c'est des terres de muscat. Et là, je me suis retrouvé dans le même départ que mes quatre mousquetaires, là. Mais sauf que tu sais que c'est possible. Exactement, avec ça. Et ça... Et avec ça. Et là, j'ai dit, bon, eh ben allez, c'est parti. Déjà, on va se donner 2 ans, histoire de réanimer un peu tout ça. Et d'essayer de monter un projet, d'essayer de monter quelque chose, d'essayer d'avoir quelque chose qui soit plus posé. J'ai 40 ans maintenant. Je sais ce que je veux, je sais dans quel sens je veux aller. Et donc, ça s'appelle Près des chefs. Près des chefs. Près des chefs. Donc tu montes... Donc attends, juste pour le mettre dans l'ordre, on va en parler longuement de Près des chefs, parce que tu as eu l'extrême gentillesse de me faire goûter des choses ce midi dont je ne me suis toujours pas remise, et notamment cette huile de garrigue qui était folle. Donc on va y revenir, je te promets. Mais juste pour qu'on sache dans l'ordre où on en est. Oui. Là, tu négocies une rupture conventionnelle. Tout à fait. Donc tu pars avec un peu de temps et une Exactement. sécurité matérielle, le temps Tout à fait. d'aller vérifier quel chef tu veux être, ou en tout cas quelle personne qui fait des choses tu as envie d'être. Ouais. Tu récupères ce terrain. Tu t'es amusé avec l'Oasis citadine, mais pour autant, tu te reformes, je crois, pour aller... Ouais, pour aller plus dans mon mode objectif d'épicerie fine, de produits un peu... Ce truc qui gratte depuis si longtemps, exactement, ça devient un peu la priorité. Voilà, je me forme pendant 8 mois sur les plantes aromatiques. Je retourne à l'école pendant 8 mois. Un peu de stage, un peu d'école, voilà, donc... pareil, hein, mais cette fois, t'as les mains dans la terre, mais là, pour le coup, ouais, tout à fait. Cuisine. C'est ça. Et puis en parallèle, commencer à travailler un petit peu le sol là, commencer à tirer l'irrigation ici, planter les arbres parce qu'il y en a un, et donc voilà, me fabriquer ma garrigue, me fabriquer ma petite oasis de... Ton oasis à toi. C'est ça, exactement. Trop bien. Ouais. Et là, donc tu es en plein dans ce projet-là. Je suis en plein dedans, ouais. Et tu montes donc, t'as créé la boîte, t'as créé la structure ou... Je suis encore en contrat CAP. C'est un contrat d'accompagnement de projet. Ok. Dans une coopérative agricole qui s'appelle Terra Copa. Ok. Voilà, sur Montpellier. Et eux, ils t'accompagnent dans le projet, c'est une sorte c'est-à-dire qu'ils vont... D'incubateur agricole. Voilà, c'est ça, exactement. Tout ce qui va toucher à l'alimentaire et à la transition, vers une agriculture biologique. Et tes terres sont bio ? Mes terres sont en bio, exactement. T'as le tampon ? Ouais. Je suis certifié. Parfait. Je suis certifié. Le contraire aurait été surprenant, mais c'est bien, toujours bien de le préciser. Ouais. Ok. Exactement. Et donc ton projet, alors, on a dit, le nom c'est... C'est Près des chefs. Près des chefs, tu l'écris comme un prêt, comme plus Justement. près, comme chacun veut. Exactement. On a l'idée. Et ton idée, c'est de faire donc des plantes aromatiques et des préparations ? Surtout des préparations. J'ai pas énormément de terre. Donc pour moi, vendre du frais ou du sec en direct, c'est pas un business plan qui est viable, on va dire. Il me faudrait 10 fois plus de terre, on va dire, pour que ça commence à devenir à peu près viable. C'est vrai que c'est une autre face de la médaille qui, quand moi j'étais chef, j'étais à la fin à la fin de la chaîne, on va dire, au bout, à la transfo du produit brut. Là, quand on est au départ, à la faire sortir le produit de la terre, on est vraiment en aval beaucoup, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, les problématiques ne sont plus du tout les mêmes.
Et là, moi, tombant dans mes phobies administratives, je me dis waouh! Déjà, rien que sur ma formation, la chambre d'agriculture, la MSA, cotisant solidaire, enfin tout ça, ça a été une espèce d'embroglio dans mon cerveau. En sortant de la formation, j'ai fait mon dernier stage avec Romain Duguay, qui est, lui, ça s'appelle la pépinière du Petit Climax, qui a fait tous les arbres qu'il y a sur mon terrain. Ok. Qui était pareil, un jeune homme extraordinaire. Pour le coup, il a une dizaine d'années de moins que moi et un bonhomme qui sait déjà où il a les pieds là où il faut et comme il faut. Bien enraciné. Exactement. Et il m'expliquait, mais moi je suis chez Terracopa, tu sais. Voilà, si tu veux te tester, tu veux t'essayer, comme ça te permet de pouvoir. Chez Terracopa. Exactement, c'est mon parrain. Voilà, mon parrain chez Terracopa. Et donc là, j'ai re-signé pour la deuxième année. Et donc, ouais, ils m'aident à m'essayer. Ils ont du conseil, ils ont accès à des formations, donc c'est... Il y a un accompagnement sur la partie administrative aussi ? Oui, c'est eux qui s'en chargent. Enfin, il y a des outils informatiques qui sont en place pour nous, pour pouvoir rentrer nos factures, nos devis, nos machins. Mais après, derrière, il y a un service de comptabilité qui nous accompagne, qui nous explique, pour derrière pouvoir être indépendant à ce niveau-là, quoi. Donc, il me rassure sur ma phobie, voilà. Donc, ouais, toi, ton objectif, là, c'est de faire des préparations. Donc, tu continues de mettre la main à la pâte. C'est-à-dire que tu vas planter des trucs, tu les fais pousser, tu les ramasses et tu les transformes. Exactement, ouais. Pour que ça finisse dans une cuisine Tout à fait. chef. Tout à fait. Je résume bien. Voilà, okay. C'est ça. Et alors, ces trucs que tu vas préparer, c'est quoi ? Enfin, moi, je sais, cette huile de garrigue, je vais pas m'en remettre, je pense. Je vais le dire 8 milliards de fois, je pense. Et en manger tout autant, si tu veux bien. Mais... Écoute, pendant plus de 5 ans, j'étais chef, je bossais sur l'ultra frais. C'était tout le temps. Là. Et là, j'ai eu envie d'aller explorer un autre penchant, un autre endroit. C'était l'immortel, quoi. Les produits qui peuvent à longue vie. Et donc pour moi, je me suis parti sur les condiments. Donc l'huile aromatisée, vinaigre aromatisé, des fleurs de sel, des sirops, des fleurs candy. Des fleurs cristallisées pour les infusions, ce genre de choses. Donc voilà, tout ça est en cours. Tout ça est long. On a l'impression, tu sais, que c'est quantique. Le temps s'étire avec l'agricole. C'est plus du tout les mêmes dimensions. Les contraintes ne sont plus du tout les mêmes. Quand j'arrivais à 8h le matin, je savais qu'à midi, la deadline, elle était là. Ça sort les assiettes. Hop, 14h30, 15h, nettoyage terminé. Merci beaucoup, à demain. On fait le menu et voilà, quoi. Là, le printemps arrive. Donc on n'est plus du tout sur exactement l'échelle de temps est complètement autre, quoi. Ouais, j'allais te demander c'est quoi ta journée type aujourd'hui, mais en fait c'est quoi ta saison type presque. C'est presque ça, voilà, exactement. C'est presque ça. Donc l'automne, certaines plantations à l'automne, on finit la récolte d'automne, ensuite on bascule sur la plantation des arbres, des plants de campagne qui vont avec, et hop, et ensuite à la maison la pouponnière, où on continue à faire pousser, où on a commandé nos graines, pour derrière faire de la semence nous-mêmes. Oui, c'est vraiment un temps qui est beaucoup plus long. D'ailleurs, tu m'en parlais quand tu m'as fait visiter le terrain ce matin, tu me parlais de ce temps d'observation qui est un temps évidemment très long, parce que tu regardes au rythme où ça pousse. Donc, ça, c'est mes 4 gars qui m'ont expliqué. Hein, ça fait partie des principes de la permaculture, c'est l'observation. Il y a autant de terroirs qu'il y a de terrain. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'observer. Et c'est d'observer à travers les yeux, mais à travers le temps, différentes saisons. Qui est là, qui vient visiter ton terrain, comment il le visite, qu'est-ce qu'il y fait. Voilà, l'escargot, ok, d'accord, il est là. Mais là, j'ai le roncier, il y a sûrement les hérissons qui est cool et qui va me filer un coup de main. Les auxiliaires sont super importants. Les oiseaux, tout ça mis ensemble, c'est un écosystème. Il faut réussir à
pas se mettre à dos son écosystème, essayer de rentrer en résonance avec lui et réussir à co-construire avec lui, quoi, pour pas trop le déranger et qu'à l'inverse, bah, tu en tires le meilleur, quoi. Voilà. Et que ce soit plutôt une symphonie qu'une cacophonie. C'est très clair comme explication, je trouve. Très bien. Est-ce qu'il y a des moments où tu regrettes ce choix d'être sorti de la cuisine? Alors, je sais que tu y retournes régulièrement, mais... Ouais. Là, parce je que suis retourné. Pierre-Olivier, mon premier maître de stage à l'époque, a entendu parler de moi sur une animation sur un marché avec Terra Copa et tout ça. Et donc, il m'appelle, je me rappelle, il me dit Damien, je t'ai entendu là à la radio, il parlait de toi et tout ça. Qu'est-ce que tu fais de beau? Écoute, je fais mon terrain, je fais ça, mais bon, je pensais que ça allait être. Le business plan était tracé, mais il est un peu dérogé, il est un peu parti de travers. Alors, je vais sûrement devoir retourner en cuisine pour tout simplement faire payer les rentrer un petit factures. peu des sous-sous pour faire vivre ma femme et mes deux enfants. C'est que l'amoureuse est devenue aussi la maman de tes enfants. Il y en a deux et les factures ne se payent pas toutes seules. Exactement. Malgré une phobie administrative. Tout à fait, voilà. oui, voilà. Donc tu es retourné en cuisine à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et je retourne en cuisine avec Pierre-Olivier qui ouvre un restaurant, un autre restaurant. Il y a plusieurs restaurants sur Montpellier, la table de la Lyre, le verre à vin, la table de Pierre Rouge. Et là, on ouvre la table Canaille, qui est depuis fin janvier, là, qui a ouvert. On est avec Romain Salomon et Marion, une ancienne de chez Langa à Montpellier. Incroyable, on se régale. On se met en place depuis là, on est début mars. C'est bon, c'est carré. On change le menu toutes les semaines. Donc c'est un peu moins, on va dire, acrobatique qu'à l'époque pour moi. Tout en restant créatif. Mais tout en restant tout à fait créatif. Et retourner mettre les mains sur un couteau et sur une planche à découper, au final, je me suis aperçu que ça m'avait manqué, quoi. Je reste cuisinier dans l'âme. La fourche, oui. La fourche, c'est bien, c'est sympa, c'est certain. Mais j'aime ça, quoi. J'aime cuisiner, j'aime... Parce que là, tu es au stade en plus où la transformation de tes préparations, c'est encore un peu prématuré parce que c'est en train de pousser. Et donc c'est exactement ça. Je suis un peu dans la charnière. En plus, je fais mon labo à la maison qui est en cours de finaliser. La fourche à truelle. Voilà, tout à fait, la fourche à truelle. J'essaye de toucher à tous les corps de métier. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien mettre un point d'honneur à ça. C'est... pour moi, j'essaye d'être un être humain complet. C'est-à-dire essayer d'acquérir un maximum de compétences. Pour moi, tu sais que c'est un peu comme dans les jeux vidéo quand j'étais gamin où tu avais des petits carrés qui avançaient au fur et à mesure que tu étais meilleur en ça ou en ça. Et j'essaye de faire monter de faire monter mes compétences au maximum sur le maximum de choses. Niveau master. Pas aller au moins master, mais au moins savoir le faire, quoi. Voilà, déjà. Si tu te revoyais le jour où tu repasses cet examen de tourisme avant de partir en Australie, avant de rencontrer Camille et de partir en Australie, tu te donnerais quel conseil avec le recul que tu as maintenant à ce jeune toi qui se demande qui il a envie d'être? J'ai aucun regret, je vais fonce, quoi. Vas-y. Embraye, passe la seconde, t'es bien là, vas-y. C'est bien. Donc il n'y a pas de regret. Non. Pour moi, dans ma vie, j'ai aucun regret. J'ai même pas de remords non plus, quoi. Voilà. Et donc on le disait il y a genre 2 secondes, tu as 2 enfants. Oui. Là, tu plantes des choses, on est sur une vision beaucoup plus long terme. Ouais, tout le côté agroforesterie, le côté foresterie, là, quand tu as des arbres qui font 40 cm de haut, tu sais très bien que c'est tes enfants qui vont pleinement en profiter. Moi, j'en profiterai sûrement sur mes vieux jours, quand j'aurai presque ma retraite, enfin si un jour j'arrive à y arriver. Oui, voilà, à 70 ans peut-être. Et donc, oui, c'est ça, cette notion du temps, elle est importante. Et pour moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont regardé avec des yeux
Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est taré, lui. Il lâche un boulot du lundi au vendredi, tranquille. Enfin, voilà. Et il va aller s'enquiquiner à faire les trucs que les grands-parents faisaient et qui se sont battus pour aller en ville, pour essayer d'avoir des boulots, pour ne pas avoir à le faire. Il est barré, ce mec. Et non, pour moi, c'était essentiel que ce soit une valeur que mes petits disaient, quoi. Se disant, la ville, c'est cool, la télé, d'accord, Internet, ok, mais à un moment donné, on arrive ça vient de là, quoi. L'essentiel, il est là, quoi. Tu plantes un arbre, tu plantes des choses avec tu eux. montes. Ah oui, ouais. On va faire les cueillettes, on va en garrigue, on va chercher les asperges sauvages, enfin voilà, tu vois, je leur apprends. Le grand, il a 10 ans, il sait faire la différence entre un thym, un marin, une hélicryse. Une hélicryse, je ne sais même pas ce qu'est une hélicryse. L'immortel. Ok. Ça a Oui, alors arrête de la raconter, un petit goût de curry, tu sais, quelque chose qui est un petit peu... Ouais. Immortel, ça fait des très belles fleurs jaunes. Immortel, ça me parle, mais c'était l'hélicryse, vraiment. Ouais. Ça, c'est un petit peu en culinaire, mais en cosmétique, c'est très utilisé aussi. Ouais. Là, toi, tu vas faire des préparations que pour la cuisine. Ton idée, c'est vraiment... Ouais, voilà, exactement. Après, je suis ouvert aux échanges avec des... Tu es fermé à l'administratif, mais ouvert au chèque potentiel, c'est ça? Non, écoute, non, mais ouais. Mais à l'intermédiaire de Terracopa, j'ai une terracopienne là, qui me dit, mais tu sais, moi, j'ai fait 2-3 fois des recettes pour des industriels, ça peut être aussi intéressant pour toi. Et tout ça. Pourquoi pas? Enfin, ouais, voilà, moi, dans tous les cas... le monde de demain, on va pas pouvoir le fabriquer tout seul dans notre coin. On va forcément avoir besoin des gros lourdeaux de l'industrie pour réussir à générer et à faire quelque chose en compromis, quoi, pour que ça puisse avancer. Parce que si on n'est que à la manif et pas sur le terrain et pas dans l'action, ça marchera pas, quoi. Du coup, tiens, ce sujet de la crise agricole, en tout cas, qui est encore chaude aujourd'hui dans le débat public, tant mieux. Ouais. Il faut que ça sorte, faut que le furoncle il pète, quoi. Est-ce que tu crois que c'est si simple que ça? Est-ce que c'est juste un furoncle? Il n'y en a pas qu'un. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un. Ouais. C'est quoi le plus gros pour toi, avec ta vision Moi, je pense que le plus gros, c'est de mettre en concurrence en fait nos agriculteurs qui sont en fait au top de la norme qualité, avec des agris, c'est pas sur les agris qu'on va taper, d'autres pays qui sont en production sale, quoi. C'est des produits qui rentrent chez nous de manière, c'est normal, voilà. Là, à côté là, sur l'hyper qu'il y a pas très loin de chez moi, les producteurs de canards, ils sont passés. Ils ont voulu juste avec des étiquettes marquer les produits qui n'étaient pas français. Et bien, ils ont sorti tout le rayon au final parce qu'il n'y avait rien qui était français. Du canard. Du canard. C'est fou. Hein. Non, mais voilà, c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire ils subissent une réelle injustice. On leur demande, l'Europe déjà dans un premier temps leur demande tant. Derrière la France, on veut montrer l'exemple. Mais au final, l'exemplarité, il n'y a personne qui la suit. Et derrière, c'est eux qui payent le plus ça, quoi. Et quand, je me rappelle quand pendant ma formation, ils nous expliquaient, ils nous disaient, le salaire médian d'un paysan, c'est 600 € en France. Médian. Ouais. C'est-à-dire que t'en prends 100 000, le 50 millième, il est à 600. Les 50 000 avant, et les 50 000 de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est dingue, c'est dingue. C'est pas possible, quoi. Il y a de pauvreté. Ouais. C'est 16%. 16% des agriculteurs sont sous le seuil de pauvreté. C'est pas viable. C'est pas viable. C'est la profession où il y a le plus de suicides. C'est pas... Enfin, bien sûr qu'ils ont le droit, mais qui gueulent encore plus fort. Moi, je trouve que c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Et en face, t'as des langues de bois et des gens qui sont cul et chemise avec pas les bonnes personnes, quoi, tout simplement. On le sait, c'est tout. Et après, les annonces qui ont été faites par le gouvernement, toi, sans rentrer dans un débat politique, parce que c'était pas l'objet, mais comme c'est chaud,
il y a des choses quand même qui sont acceptables ou pas du tout et C'est du vent, enfin c'est de la poudre aux yeux, histoire de calmer un peu, mais non, il faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher, faut continuer à tamponner, quoi. Il y a que comme ça de toute façon, il y a que comme ça qui l'entendent, il y a que comme ça qui tu peux te faire entendre aujourd'hui, c'est malheureux, mais c'est pas par les unes que ça va passer. C'est en occupant les ronds-points, c'est en occupant, enfin voilà, ça c'est vu, ça c'est fait, et il faut que continue à le faire, quoi. Tu bloques mais je pense qu'il devrait plus s'axer sur pas bloquer les autoroutes, pas bloquer, enfin tu vois, c'est comme toujours dans les manifestations, ça va pas forcément emmerder les principaux intéressés. Là pour le coup, moi je te ferais des virées dans les hyper, quoi. Bloque tes hyper, tu bloques les approvisionnements, bloque les, enfin voilà. De moins vertueux en tout cas. C'est ça. Ouais. Et par contre, au lieu de faire un gros barbecue des produits, ben non, tu ouvres, hop, tu files la bouffe aux gens. Quand on est dans une période où l'inflation, ben tu manifestes ton truc, il y a des assurances, il y a tout ce qu'il faut pour faire ça. Et ben derrière, il y en a 2 ou 3 qui iront peut-être faire un peu de mise en examen, il y en a 2 ou 3 qui seront condamnés, qui feront un peu de sursis. Mais voilà, mais faut tamponner fort, faut les taper. Les mecs, c'est pas possible qu'ils se prennent des marches comme ça, c'est pas humain, quoi, c'est pas possible. C'est au service de ceux qui sont propriétaires des actionnaires, et c'est pas au service des gens, quoi. On en est loin d'être au service des gens. Ouais, c'est clair. On n'est pas là pour l'humain, quoi. On est là juste pour le pognon. C'est pas possible, c'est pas viable, c'est plus viable. En tout cas, ce qui est possible de faire, c'est en tout cas trouver un équilibre entre que tout le monde gagne de l'argent, mais tout le monde et pas juste 2% des moins vertueux. C'est ça, c'est qu'on est dans une société en fait où on n'est plus dans le consensus. On va appeler le consensus, ça veut dire c'est ok pour moi, c'est pas trop, je perds pas trop. Je gagne assez, c'est bon. Et l'autre côté, c'est à peu près pas. Ben voilà, allez, on va s'entendre là-dessus et comme ça, c'est bon. Mais on est dans un truc où en fait, il n'y a plus de consensus du côté des gens qui ont le pouvoir, quoi. C'est mais tu sais, à la fin, on soumet et c'est tout. Pouvoir. Et puis tu te tais et la seule chose que tu as à faire, c'est consomme et ferme ta gueule. Ouais, mais justement, le pouvoir, il est quand même a priori du côté de celui qui consomme. C'est-à-dire que c'est toi et moi avec notre porte-monnaie. Oui. Mais ça revient à ce que tu disais sur cette histoire de concurrence et d'aller au supermarché. Je peux imaginer que, allez, 100%, je vais être peut-être très naïve et optimiste, mais que 100% des gens qui sont allés acheter du canard à l'hyper à côté de chez toi, on est dans l'Hérault, dans le sud de la France. Je pense que les 100% qui ont acheté le canard sont quasiment persuadés d'avoir acheté du canard français. C'est bien ça le problème. On a quand même un problème aussi d'information et de... Oui, c'est ça. Mais après, on est dans un moment où je trouve que c'est un peu trop facile d'aller taper sur le consommateur systématiquement. Ouais, mais justement, je te dis le contraire. C'est redonner le pouvoir. Non, c'est redonner le pouvoir au consommateur. Mais après, le responsabiliser en lui disant c'est toi qui es responsable de ce que tu achètes, de machin et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens. J'avais cette conversation avec un autre de mes invités sur la transparence des étiquettes. Et donc, je ne sais pas ce qu'il y a marqué sur l'étiquette des canards qui sont français et qui ne le sont probablement pas. UE, voilà, par exemple, voilà, parce que ça va débarquer de Pologne, de Bulgarie, et voilà, quoi, tu vois. Et c'est exactement ça, c'est l'étiquetage, il est pas... Donc le consommateur qui détient le pouvoir, parce qu'il détient la carte bleue, a besoin d'avoir une information claire. Mais aujourd'hui, on a, tu le vois bien, là, entre les Nutri-Score, les kilocalories, le machin, c'est plus des emballages, c'est des dictionnaires, les machins. Il faut avoir un bac +3 pour réussir à bien lire tout ça. C'est justement avec trop d'informations, ça opacifie le message, ça opacifie tout. Donc aujourd'hui, l'agriculture bio, je trouve ça dommage que ça nous coûte plus cher de fabriquer de manière saine quelque chose. Ouais. Parce que nous, ça nous coûte 400 à 500 balles de chaque année. Exactement. Toutes les semences, ça coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Et même après, derrière, à revendre, forcément, on est obligé de faire impacter le prix sur le consommateur. Et je trouve pas ça normal qu'une nourriture qui soit plus saine soit plus chère qu'une nourriture qui l'est pas. Qui est juste et qui tue nos sols, qui appauvrissent nos sols, qui rendent... apparemment, non, mais les gens... les gars, là tu as un politique qui est un peu responsable, il met en place, je sais pas, ils l'ont fait avec les bagnoles, tu fais un bonus-malus.
tu fais payer plus cher les gars, et puis Les ton pollueurs. produit, forcément, on arrive toujours, mais il n'y a personne qui a la volonté de la politique de s'y engager parce et que de le le pollueur, tenir, quoi, surtout, quoi. Voilà, c'est toujours ça. Les sous-sous, les pépettes, voilà. Le pollueur à l'argent. Comme il disait déjà, tonton David, là, c'est la monnaie qui dirige le monde. Et ça, on peut rien y faire. Ben si, à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à faire quelque chose, parce que sinon, déjà, avec le réchauffement, avec tout se met en place pour que l'alternative, c'est soit on meurt, soit on change. Là, on est dans une période où il faut changer, quoi. Faut changer, c'est tout. Puis il y a des possibilités de le faire, en tout cas. Il y a des options de partout, et c'est dans la multiplicité des solutions. C'est pas en ayant il n'y a pas une solution miracle qui va marcher. C'est des dizaines et des centaines de différentes solutions, quoi. Écoutons un peu plus les comment ça s'appelait, les trucs citoyennes là il avait invoqué. Au final, il nous a pondu une demi-loi par-ci, voilà, comme ça, au moins, comme d'hab, on arrose, on éteint un peu le feu, mais ça couve, ça continue. Ça finira sur les ronds-points, encore une fois, où ça finira. Mais il faut, il faut que ça change, clairement. L'avenir est dans le changement et dans l'évolution, et c'est quand l'humanité est au pied du mur, au final, quelle est la meilleure. C'est un peu le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi je crois beaucoup, et je crois que c'est aussi un peu pour cette raison que le podcast existe, enfin où j'ai eu envie de le faire exister en tout cas, c'est que je crois que pour transformer, effectivement, ça va passer par une forme de révolution à un moment donné, mais en tout cas sur la façon de s'alimenter et de comment on mange, je pense qu'il faut remettre un peu de culture, d'éducation, alors le bon sens paysan évidemment. Ça devrait être dans la culture. Ça devrait être la base en la plus élémentaire. Déjà en maternelle, tu devrais savoir faire cuire un œuf. Mais tu devrais, sans savoir le feu, mais voilà, déjà savoir d'où ça vient. Le goûter, manger, d'avoir une curiosité. Pas une semaine du goût de temps en temps, c'est une année du goût, c'est tout le temps, quoi. Ça rentre dans l'éducation. Ça doit rentrer dans l'éducation. Tu manges des produits sains, bons, de bonne qualité, déjà, ne serait-ce que la tomate en été versus la tomate au mois de décembre, si déjà tout le monde avait cette conscience de la différence de goût et cette curiosité, je pense là qu'on tu vas au super choses. et tu chopes les fraises qui débarquent du Maroc ou quoi, enfin on est d'accord, voilà. Je sais même pas pourquoi on les fait rentrer. Tout ça pourquoi? Pour des comment ça s'appelle, des accords de libre-échange, pour pouvoir permettre de stimuler l'économie de ce pays, mais au détriment d'une autre au final. Enfin, c'est un peu... Et t'es border entre le nationalisme, le machin et tout. Non, c'est juste du bon sens. Tu manges ton produit qui vient de chez toi, ça sera... Enfin, voilà, tu vois, c'est meilleur, moins cher. C'est pas... Voilà, ça sera pas moins cher, c'est ça ne doit pas être politisé. La nourriture qui nourrit ton peuple ne devrait pas être politisée. Faudrait presque le nationaliser, tu vois. Enfin, c'est un peu... Après, on rentre dans un autre débat, mais pour moi, un agri, il devrait être un fonctionnaire, quoi. Il prend soin de son peuple. Normalement, il est fait pour ça. Donc, écoute. Mais en tout cas, toi, tu t'es mis au service du peuple d'une certaine façon, puisque tu le nourris à la fois gustativement et en éveillant la curiosité de ceux qui ont eu la chance de manger ce que tu cuisinais. J'en fais partie, j'ai tellement de chance. Et aussi, tu fais pousser des choses, des choses et des machins, pour l'instant. Des plantes au final que j'ai croisées depuis que je travaille en cuisine. J'en ai croisé des plantes et waouh, rien qu'avec ce petit bout de feuille ou cette petite fleur, t'as autant de goût dans ta bouche. D'accord, ok. Et c'est ça, ce qu'on arrive à réunir avec peu de produits et une haute qualité. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, ça me plaît, ça. C'est ça qui me plaît. C'est pas d'avoir enfin, faut arrêter d'avoir la culture du volume mais d'avoir la culture du quali. Et c'est là c'est aussi ça qui va nous manquer, quoi. Moins mais mieux. Voilà, moins mais mieux, exactement, comme la viande, voilà, c'est tout. Moi, je suis pas je suis pas vegan, je respecte tout à fait les gens qui le sont, il y a aucun problème, mais moi j'aime bien quand même 1 ou 2 fois par semaine, le petit gigot d'agneau, l'épaule au four pendant 13 heures. Tu l'as pas acheté à l'hyper à côté? Non, je vais chez mon boucher, l'agneau il débarque de l'Aveyron, c'est quelque chose qui a été fait comme il faut. Tu fais correctement. Oui, ouais. Des luttes comme L214, il faut le faire, il faut continuer. C'est pas normal aujourd'hui, c'est pas normal. Et que les agriculteurs
n'ait pas le choix de la méthode d'abattage, ça c'est pareil, c'est un débat. Mm. Enfin, il faut... Si tu as enfin, ici, ça les meurtrit dans leur chair, les Aïdes, d'amener leurs bêtes à des abattoirs où ils savent que ça va mal se passer. C'est pas bon, quoi. Il faut réussir à flexibiliser ça. Réussir les abattages mobiles. Je connaissais quelqu'un qui avait monté ça. Non, je le connaissais pas. J'ai entendu ça sur France Inter une fois. Elle a dû déposer le bilan parce qu'elle s'était fait mettre des bâtons dans les roues, encore une fois. C'est fou. Donc, c'est énormément de bonnes initiatives, mais il y a beaucoup de bâtons de gros lobbies, disons-le. Exactement, voilà, c'est ça. On n'a pas assez de puissance de feu de l'autre côté, en fait. Ils sont beaucoup mieux organisés que le bon côté, quoi. C'est un métier lobbyiste. Hein. C'est vrai. T'as l'impression c'est du Star Wars, quoi. Tu vois, les Sith ont le pouvoir, l'Empire est en place, et les petits rebelles qui... tout. Les on est du côté des Ewoks, là, tu vois. Ça fait pas le poids, ça fait pas le poids. Non, c'est ça. Enfin, voilà. Tellement, c'est essentiel. Enfin, moi, je me fais pas de soucis pour notre planète. Elle va très bien se débrouiller. Dans 1 ou 2 millions d'années, on n'existera plus. Ça sera nettoyé. Le CO2, pouf, il sera mis comme ça. Le méthane, hop, il sera retourné là où il fallait. Et puis terminé. Là, c'est notre survie à nous qui en dépend. C'est pas autre chose, quoi. Donc, il faut voir si on va réussir à extraire jusqu'au dernier dollar. Jusqu'au dernier... et puis, voilà, c'est bien. On l'aura eu, celui-là. Et puis, derrière, si tu règnes sur quoi ? Sur du désert et sur des gens qui sont malades et qui peuvent même plus respirer, c'est quoi l'intérêt, quoi ? C'est le moment idéal pour enchaîner avec une question très optimiste. C'est comment dans 10 ans, pour toi ? Toi, tu te vois où dans 10 ans ? Moi, dans 10 ans, je me vois... Dans une planète qui va hyper bien et... déjà, qui aura amorcé déjà une transition franche, quoi. Il y aura eu 10 COP de plus. Là, je pense que ce sera ratifié comme il faut. Et puis les autres, ils n'auront plus le droit de parole. Ils n'auront plus le droit de siéger même, tu vois, dans l'idéal. D'organiser peut-être même. J'en sais rien, ouais, voilà. Et dans 10 ans, je sais pas, moi, je choperai des grosses disqueuses. J'irai filer des coups de main à des copains pour aller faire des potagers au milieu des parkings des hyper, quoi, tu vois, ou des trucs comme ça. Et ouvrir les premières halles à la place d'un gros hyper, quoi, tu vois. Et que des trucs paysans, et remettre au centre l'alimentation. C'est de base, quand même. C'est notre carburant. C'est ce que tu manges, ce que tu bois, c'est déjà de l'Antiquité. Dis-moi ce que tu manges, je dirais qui tu es. Il avait compris et il mangeait déjà bien mieux. Alors qu'ils n'avaient pas les technologies qu'on a nous aujourd'hui. Alors, si on arrive à concilier les deux, mais laisse tomber, on devient ultra efficient sur notre façon de consommer et sur notre façon de nous nourrir. 30% aujourd'hui de ce qu'on produit, il part à la benne. C'est énorme. Détruit. Ça sert à rien. Donc t'imagines, tu prends 30% des terres arables et qui servent à la culture en France, 30%, c'est comme si tu craquais une allumette dessus, ça sert à rien. Voilà. C'est dingue quand même, c'est un peu con, quoi. Et surtout sur des choses qui en règle générale sont en monoculture, qui ont bien permis de flinguer toute la biodiversité du sol, de l'air, voilà. Donc il y a vraiment une logique et il y a vraiment les choses à remettre dans le bon ordre, quoi. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Mais les voix s'élèvent de plus en plus, ça va dans ce sens-là. Donc, moi, dans 10 ans, je pense que la conscience, elle sera... on aura Cyril Dion à l'écologie, on aura sûrement des choses comme ça, quoi. Ça tournera bien. Ok. Ouais. Et près des chefs dans tout ça ? Dans 10 ans, c'est Près des chefs, dans 10 ans, ce sera... Ouais, je sais pas. Mais ce sera... Une multinationale qui fait beaucoup de dollars. Non, pardon. Non, pas J'aime du bien que tout. tu me dises non, très premier degré, évidemment pas. Ouais, non, mais... non, mais bien sûr que si j'arrive à faire... à gagner de l'argent avec ce rêve, ce sera déjà pas mal. Et de deux, que j'arrive à faire vivre ma maison, mes enfants, ma femme. Je vais pas acheter un yacht, on est d'accord. Mais si j'arrive à le réinvestir dans de l'assaut, dans de l'apprentissage, dans des ateliers, dans de l'animation, dans de la conférence. Donc faire de la pédagogie. Ça, voilà. De toute façon,
L'espèce humaine, c'est une espèce qui aime apprendre, qui aime comprendre. Et ça, tant qu'on l'aura pas pigé, mieux pigé du moins, parce qu'on l'a compris, on est d'accord. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. C'est pas avec du TikTok et des gens qu'on va réussir à faire avancer l'humanité. Là. Au contraire, j'ai l'impression qu'on recule un peu. En tout cas, c'est toujours pareil. C'est la question de l'usage qu'on fait des moyens mis à disposition. Exactement. Mais aujourd'hui, la révolution numérique, elle est très très récente, quoi. Vraiment, quand il n'y a pas un recul. Moi, je me vois en 95 avec les premiers ordinateurs. Voilà, tu vois ce que je veux dire. On en est tous, on s'en rappelle tous, quoi. Et aujourd'hui, tu as l'équivalent de 14 ordinateurs de l'époque dans un truc qui tient dans ta main. Et l'accès est presque illimité à toutes les informations, et presque trop. Et il y en a justement qui en jouent dans les mauvais sens. Et c'est un peu le Far West encore. Et je pense qu'il y a un peu d'ordre aussi à mettre là-dedans. Il faut défricher, il faut enlever les mauvaises herbes, les adventistes qui sont en train de se mettre sur place. Voilà. Et il faut planter des bonnes choses, des beaux arbres, des gros arbres. Quand il y aura des choses qui sont des bonnes racines de vertu, on va dire, sur Internet, et qui soient des exemples, là, il y aura des choses qui sont intéressantes à sortir de ça. Ouais. En tout cas, je sens que toi, tu seras un artisan. Enfin, tu es déjà un artisan de ce savoir et de cette transmission-là, et que c'est la direction que tu continues de prendre. Ouais. Et je sens avec un peu plus même de militantisme dedans, au sens noble du terme. Oui, à nouveau, c'est l'agacement de la bêtise, moi, qui me fait à force. C'est pour rester poli, on est d'accord. Mais voilà, moi, je rêverais d'une grande période de bon sensisme. Tu vois, quelque chose, boum, les gars, franchement, vous êtes cons, quoi. Regarde, tu fais ça, et hein? Non, mais sérieux? Ils vont aller te tuer, je sais pas combien de milliers de têtes de bétail. Derrière, la viande, elle va partir sur un marché. Hop, ça va voyager dans un truc, dès qu'il va partir de l'autre bout du monde. Les os seront réduits en poudre pour aller nourrir tel machin dans l'autre sens. Enfin, voilà, tu vois, déjà, t'as envie de vomir, parce que déjà, le fait d'évoquer ça, mais c'est... Enfin, il y a aucun bon sens, quoi. Et tu vas défricher la forêt amazonienne, bien sûr, pour faire ça. Les gars, non, je sais pas. Enfin, si, je sais, hein, mais voilà. Je vois bien. J'ai une question que j'aime bien poser. Alors, on l'a un peu abordé hors micro. Si tu avais 1 million d'euros demain... Non, c'est pas avec toi que je l'ai abordé, c'est avec ta femme. Ah ouais. C'est intéressant. Si tu avais 1 million d'euros demain, tu en ferais quoi? Tu as 1 million d'euros, je l'aime bien, ce million d'euros, parce qu'il ne te permet pas un changement radical des choses. Radical, mais au moins d'investir dans des choses qui sont... d'investir dans des choses qui ont du sens et encourager pas forcément être sur tous les fronts, mais encourager des projets qui vont dans le bon sens. Et puis se mettre bien, quoi. Aller escaler, je sais pas, sur quelques hectares, il y a un bout de forêt, un petit bout de lac, une petite source, et puis générer un espace d'accueil. Ouais, ça me botte bien, quoi. Tu restes dans la région ou tu... Ouais, de toute façon, je pense que j'y resterai dans le coin. Mais je naviguerai sûrement entre les Cévennes, les Hauts-Cosses, tout ce... Et puis toujours un pied à terre par ici, quoi, autour des plaines de l'Hérault, quoi. Ça reste chez moi, quoi. Donc tu fais la même chose Je fais la même chose, mais avec plus de moyens. Tout simplement, quoi. Ouais, voilà, ouais. Non, je changerai pas de vie pour un au monde. Non, je suis sur mon chemin, je le défriche au fur et à mesure, mais là, au lieu d'y aller à la machette, j'irai avec un rotophile, quoi, ou un truc un peu plus costaud, et ça ira mieux. Voilà, quoi. Tu donnes quoi comme conseil? Alors, toi qui as démarré, tu nous as répondu, mais à cette nouvelle génération ou à des gens qui auraient envie de se reconvertir et qui n'osent pas parce que ça fait rêver moyennement, parce que seuil de pauvreté, salaire médian, oui, c'est sûr. Ouais. Tu donnes quoi comme conseil à ceux qui ont envie parce que ça vibre juste pour eux, mais qui auraient par exemple une phobie administrative ou faut pas s'empêcher de rêver, mais faut
faut s'entourer, faut discuter, parler beaucoup de son projet et s'écouter. Écouter un peu les autres, mais surtout s'écouter. S'écouter soi, ouais. Ouais, s'écouter soi, et savoir de quoi on est capable et d'en être conscient et de voir au-delà du regard des autres. Parce que ça peut être un gros frein, quoi. Et le regard des autres, il pèse très le lourd carcan. avec Ah bah ouais, les bien réseaux sûr. aujourd'hui. Ah oui, ouais, c'est ça. Ça, moi, je pense qu'il faut s'en affranchir. Faut être totalement. Moi, du moins, le jugement, j'en ai aujourd'hui, là, j'en ai alors là. Rien à secouer. Ouais, littéralement. Mais j'adore, enfin, tu vois, et puis j'aime bien, des fois, en jouer, justement, à faire croire que. Et puis là, et puis, tu vois, tu tournes le truc, tu fais le pas de côté, ouais, c'est ça, faut jouer. Ouais, la vie, c'est jouer aussi, quoi. Ça veut peut-être dire aussi des fois se tromper, c'est pas grave. L'échec est pas. Moi, tous les mecs de la Silicon Valley te le disent et te le redisent. Hein, tu gagnes ou t'apprends, quoi. C'est pas rien n'est dans l'échec, quoi. De pas de croire que l'échec comme quelque chose où on apprend, exactement. Non, l'échec fait partie de la future réussite. Il construit, tu vois, les 2 ou 3 fois où j'ai voulu faire de l'épicerie fine dans mon parcours et tout ça, ben, au final, j'ai persisté, c'est resté un coin de ma tête, et puis ben, là, je suis dans la concrétisation, là, j'ai les mains dedans, là, je plante lui, là, je plante et puis ben, voilà, quoi, tu vois, j'y suis. Et ça sort, et chaque coup, et je sèche, et je commence... là, je suis dans mes essais, enfin voilà, tu vois, ça se concrétise littéralement, quoi. Pour avoir goûté cette huile de garrigue, c'est une réussite totale. On est très loin de l'échec, vraiment. Bon, bah écoute. J'espère qu'au moment où ton approvisionnement est assuré. Je te remercie, mais j'ai très envie que les autres le découvrent, tu vois, ce partage. Et cette, exactement, bah ça, en cours de création, in progress. Trop bien, je vois bien. Je vois bien, et en tout cas, je te souhaite vraiment une réussite exceptionnelle, parce que c'est ultra bon. Tout ce que tu fais, et en fait, c'est ça, qui est très chouette chez toi, c'est que tu es évidemment très aligné, ça sonne juste, ça se sent, mais ça vient aussi de ces échecs, de ces petites sorties de route qui n'en étaient pas finalement, enfin qui ont peut-être pas été voilà, c'est ça, c'est comme je te disais, comme des échecs. Voilà, quand j'ai découvert la formation de cuisinier à 27 ans, ben voilà, c'est sûr, j'aurais pu la faire bien plus tôt, mais j'aurais pas été le même cuisinier, j'aurais pas été le même homme si je l'avais fait. Voilà, c'est un temps pour tout, quoi. Et donc là, à 40 ans, je pense que devenir paysan à 40 ans, ouais, littéralement, à fond, à bloc. Ouais. Est-ce que tu as des gens que tu aimerais écouter dans ce podcast soit parce que c'est des gens à qui tu n'aurais pas l'occasion de parler et que c'est l'occasion de les entendre, soit des gens que tu as envie de me recommander Bah déjà mon poteau Romain Duguay. C'est le pépiniériste. Ah ouais. Ton parrain. Exactement. Non, extraordinaire. Même énormément de gens à Terracopa qui sont passionnés sur tout ça et qui te transmettent. C'est génial. Là, demain, je vais chez Paul. Il a son terrain, il est formateur en même temps. Enfin, aujourd'hui, c'est des métiers où ils sont obligés d'avoir 3 ou 4 cordes à leur arc pour réussir à vivre et à survivre, quoi. C'est fou. Hein. C'est dingue. Le mec, il a de la vigne, il fait des stages de greffe, de taille, de fruitier, et en même temps, il est formateur dans un centre agricole. Enfin, tu te dis, non, mais... Et ce mec, c'est un trésor, quoi. Ça fait partie il faut donner le plus le micro à ces gens-là, quoi, les gens qui nous nourrissent, justement. Et là, c'est très bien, tu vois. Heureusement, merci Marion. ça me fait surtout plaisir à moi pour l'instant, tu sais. C'est très bien. S'il y a d'autres gens qui veulent écouter ça avec plaisir. Ouais, et puis des grands, des conférenciers, là, des gars des Gunther Pauli, des Idriss Aberkan, des mecs qui sont un peu tournés dans les économies circulaires. Il n'y a pas de déchets, il n'y a que de la matière première. Enfin, ça, moi, je suis friand de ce genre de choses, quoi, clairement. Ok. Bah, tu me donneras le contact de Romain Duguay. Avec grand plaisir. Si tu as envie de venir me raconter des choses, c'est cool. Est-ce que tu as d'autres sujets, toi, des portes que tu voulais pousser, des choses à gratter que tu auras envie de me dire
Engagé, pas engagé, Non, tu mais vois. c'est non, je sais pas, d'essayer de faire comprendre aux gens ouais, vraiment de se nourrir, c'est important et d'essayer d'avoir de se nourrir, c'est important et d'essayer d'avoir euh, une- pas une méthodo, mais une façon d'imaginer la nourriture, pas comme où tu as besoin systématiquement d'avoir une recette pour réussir à faire ton plat comme ci, comme ça. Mince, j'ai oublié le beurre de micelle pour faire le truc. Ben non, mais tiens, regarde, il te reste un petit bout de beurre doux. Hop, tu le couples avec une petite huile, hop, une pincée de... Enfin voilà, c'est que de la... C'est de la... La C'est de création. la... Ouais, mais c'est une pratique... Enfin, ouais, voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait... C'est pour ça que je te dis que dès la maternelle, il faudrait apprendre à avoir ses logiques, à réussir à avoir Pour moi, c'est... Cuisiner, t'arrives au collège, c'est bon, tu pourrais être cuisinier, quoi. Tu vois, ça fait Mm. partie des boulots où tu sors à 16-17 ans pour l'été, bah, tu peux être cuisinier, ou commis du Ouais. moins, ou enfin voilà quoi, tu vois, c'est parce que tu as eu une formation tout au long de ta jeunesse et tout au long de ta scolarité où tu peux réussir à faire ça. Comme planter des arbres, comme planter Ouais, des comme t'as graines, appris à comme. écrire, comme t'as Voilà, appris à... exactement Ouais. quoi, tout à fait. Voilà, c'est des savoirs communs, de troncs communs, humains Ouais. nécessaires. Savoirs fondamentaux. Exactement quoi, voilà. Je vais finir avec une question, Damien, ça va pas te plaire du tout et je m'en excuse, sauf si tu as pas de réponse, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu manges qui est un peu honteux parce que ça ne va pas avec tes valeurs, parce que c'est pas très bon en fait, mais que tu adores manger, une sorte de péché mignon culinaire un peu honteux? Oui. Oui, oui, bien sûr. On en a tous, hein. Vas-y. On est dans le... Oui, oui, oui. Non, mais oui, bien sûr, je vais... Et puis alors là, José va me tuer, mais... Oh non! Ah bah Oh si, là ouais, ouais, ouais. là! Moi, depuis que je suis minot, c'était la récompense, tu vois, dans l'éducation. Ils ont très bien bossé, les mecs, hein. Donc c'est, ouais, une fois par mois, avec les petits, on va se faire le petit domac, quoi. Ah ouais, Voilà. c'est très très honteux. Ah oui, J'adore tout ce clairement, ouais. discours Mais non, militant mais de, bien sûr, Il est bien génial, sûr. il est génial. Ok. Un petit Big Tasty, une Encore que le sauce McDo français est extraordinaire. peut-être Moi, je trouve plus le McDo vertueux. français est plus vertueux, même si ça reste. Ils oppriment le. Enfin voilà, on est d'accord, hein, c'est pas. Il faut pas cautionner, on est d'accord. Mais leur sauce, ils ont des Mais tu ingénieurs vas agros arriver qui à la sont dingos, refaire. quoi. Tu vas arriver à la refaire. Tiens, Ouais, ça non, peut être pas la ça ta refaire, ou prochaine alors ben, mission. je vais leur envoyer une recette vertueuse, quoi, tu vois. Enfin, il faut réussir à faire des. T'accepterais, tiens, un partenariat avec Mais pourquoi pas? Comme je te une dis, grosse... je pense faut être transversal. Faut pas être sectaire. Il faut réussir à, à allier le tout petit et le géant, parce que le géant, il a le savoir-faire du volume, mais le tout petit, il a le savoir-faire du bon sens, quoi. Et réussir à coupler les deux et réussir voilà, que les deux, voilà, le consensus, comme je t'expliquais tout à l'heure, et donc réussir à faire une industrie agro qui soit moins crade, Mm. plus vertueuse et qui file à bouffer à nos putains de Au plus paysans, grand quoi, nombre. merde. Ouais, ouais. Et de qualité pour nous au quotidien. McDo, le prêt des chefs est à disposition Ah. pour toute collaboration. Non, mais Non. c'est une industrie dingue. On le voit, hein, depuis 70 ans, c'est des machines, quoi, les mecs, hein. C'est des machines, hein. Oui, un Ils ont savoir-faire réussi. Ben, industriel. moi, j'étais déjà, ouais, le savoir-faire industriel, puis la manipulation, quoi, le marketing. Moi, à l'âge de 6 ans, c'était la récompense. T'as eu des bonnes notes, t'as eu machin. Mm. Allez, on va au McDo, quoi, tu vois. Mm. Donc, c'était couplé avec. Et tu fais perdurer cette tradition en plus. Ouais, non, parce que j'ai quand même le message en disant, vous Ouais, savez, ouais, les il y a un gars, mec. c'est vraiment pas top, quoi. Mm. Voilà, je leur explique, là, tu vois, la farine, elle est tellement raffinée que c'est assimilé par ton corps comme du sucre. Enfin, en pleine conscience, hein, en plus, je le fais, hein, donc, c'est dingue, hein. On est sur le vrai péché mignon, je te Ah, promets. mais voilà, hein, Tu as la la réponse sacoche, parfaite. poum, voilà, hein, mais la salade qui a. Ouais, non, mais tout, la tomate, même dans toutes les saisons, il n'y a aucun souci. Non, ouais, c'est pas encouragé comme il faut dans le bon sens. Mais ce qui m'a désespéré réellement, c'est la sortie du confinement. J'en ai un qui est pas très loin de la maison, justement, de McDo. Et c'est de voir la queue qui s'est mise en place le lendemain de la levée du confinement. Ça m'a rendu fou. Là, j'ai dit, ah ouais,
Que tu y ailles une fois de temps en temps, d'accord, mais il y en a que ils y mangent 3, 4, 5 fois par semaine, quoi. Pour eux, c'est la nourriture de base. C'est là où c'est dangereux. Et c'est là où on a un sujet d'éducation à remettre, et en tout littéralement, cas d'élever littéralement. la curiosité sur ces sujets-là. Ouais. Non, vraiment, plus on en parle, et plus je pense qu'il faut qu'il y ait une collaboration Chine de tes talents avec les grosses industries, c'est clair. Pour amener de la pédagogie, en tout cas. Ça peut, ouais, exactement, quoi. Mais il faut pas non plus faut rester les pieds là où il faut pour éviter de tomber dans l'excès inverse. Se faire vendre le cul, quoi. J'allais te demander le mot de la fin, mais je pense que ça pourrait être... Ça pourrait te faire, bon, mais très bien. À moins que t'en aies un que tu as envie de me partager, ou pour pas rester sur celui-là, pour rester sur une note un peu plus chic. Non, mais à bientôt dans vos assiettes, quoi. Via les cuisines des chefs. Tout à fait. Oui, on ne te trouvera pas dans les rayons de l'hypermarché. Non, je vais essayer de rester un peu plus boutique paysanne, épicerie. Ouais, tout à fait. Trop bien, j'ai hâte. Et au moment où on enregistre, il n'y a pas de page Insta, mais je ne doute pas que le temps que je fasse le montage, elle soit créée et qu'on puisse te trouver facilement sur les réseaux sociaux et te goûter très vite. Merci. Eh bien, merci Damien. C'est trop cool. Merci à toi, Marion. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez vous aussi rester sur une note un peu chic, partagez-le autour de vous. C'est pas très intéressant en fait si je me fais plaisir qu'à moi. Si vous n'avez pas aimé, c'est peut-être le moment de démarrer un potager sur un parking d'hypermarché en attendant le prochain invité, non ? En tout cas, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et ou le suivre sur Insta et Facebook pour ne pas rater les nouvelles sorties. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et mangez sain.